Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de découvrir les notions de force et de champ et le lien qui les unit. Nous passerons pour cela en revue les propriétés du champ électrostatique produit par des charges électriques immobiles et du champ de gravitation engendré par des objets de masse m. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Un vecteur V est caractérisé par sa direction, horizontale, verticale, etc., son sens, vers la gauche, vers la droite, vers le haut, vers le bas, sa norme ou valeur notée V telle que V est égal à racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Un vecteur V peut être décrit dans un repère cartésien orthonormé OIJ par ses coordonnées Vx et Vy qui s'obtiennent en projetant orthogonalement le vecteur V sur les demi-axes OX et OY de vecteurs unitaires I et J respectifs. Dans un repère cartésien orthonormé OIJ, on peut représenter le vecteur V de deux manières différentes, à savoir en ligne ou en colonne, tel qu'indiqué à l'écran. Les coordonnées ou composantes Vx et Vy peuvent être exprimées en fonction de l'angle alpha grâce aux relations trigonométriques du triangle OPQ rectangle en Q. Ainsi, cosinus alpha est égal à OQ sur OP, ce qui implique que OQ est égal à OP fois cosinus alpha. De même, sinus alpha est égal à PQ divisé par OP, ce qui implique que QP est égal à OP fois sinus alpha. Ceci permet d'écrire donc les expressions des composantes ou coordonnées du vecteur V, à savoir Vx est égal à V fois cosinus alpha et Vy est égal à V fois sinus alpha. En ce qui concerne la norme de V, elle est telle que norme de vecteur V est égale à racine carrée de Vx carré plus Vy carré. Attention, les coordonnées ou composantes Vx et Vy du vecteur V sont des grandeurs algébriques. Ainsi, la situation du schéma ci-contre conduit à Vx est égal à V fois cosinus alpha, mais attention, Vy est égal à moins V sinus alpha. Il est également possible d'obtenir la somme vectorielle de deux vecteurs par une construction géométrique reposant sur un parallélogramme. Un champ est une grandeur physique définie en chaque point de l'espace. Cette grandeur physique peut être scalaire, par exemple dans le cadre de la température ou de la pression, c'est-à-dire uniquement caractérisée par sa valeur numérique, ou bien vectorielle, par exemple dans le cas de la vitesse des particules d'un fluide. Un champ est qualifié d'uniforme lorsqu'il est identique en tout point de l'espace. Comme exemple de champ scalaire dans le domaine de la météorologie, on peut donner celui de la température et de la pression. La carte des vents représente quant à elle un champ vectoriel. La matière qui nous entoure est électriquement neutre. Néanmoins, il est possible, dans certaines conditions, de faire apparaître à la surface de certains matériaux un excédent ou un déficit électronique. Certains matériaux isolants peuvent être par exemple électrisés par frottement. L'électrisation par frottement est le phénomène électrostatique qui se produit lorsqu'une substance acquiert ou perd des charges électriques lorsqu'elle est frottée contre une autre substance. Le schéma à l'écran représente un morceau de fourrure permettant de frotter une règle en plastique. En vertu de l'électroneutralité de la matière, avant frottement, il y a autant de charges positives que de charges négatives. Lorsque l'on frotte un objet contre un autre avec une pression suffisante, les électrons seront arrachés de leur milieu d'origine pour se diriger vers une substance qui a la propriété d'attirer davantage des électrons à elle. Je vous donne à l'écran à titre indicatif la capacité de quelques matériaux à attirer ou donner des électrons. On voit en particulier que la fourrure pourra donner facilement des électrons au plastique par électrisation de frottement. La fourrure transfère en surface par frottement des électrons à la règle en plastique. On voit apparaître dans la fourrure un déficit électronique et à la surface de la règle en plastique un excédent électronique. On dit que la règle en plastique a été électrisée en surface par frottement. Approchons la règle en plastique préalablement électrisée d'une boule de polystyrène recouverte de papier d'aluminium. Au fur et à mesure que l'on approche la règle électrisée du conducteur neutre, une électrisation par influence se produit dans l'aluminium, entraînant une attraction de la boule. Lors du contact entre le conducteur et l'isolant, on assiste à un transfert des électrons de ce dernier vers le premier. L'électrisation par contact est le phénomène électrostatique au cours duquel des charges électriques mobiles se déplacent d'un matériau vers un autre lorsqu'ils sont mis en contact l'un avec l'autre.
Après contact, l'aluminium possède un excédent électronique conduisant à sa répulsion vis-à-vis de la règle graduée chargée avec des charges de même signe. En résumé, on peut électriser un objet par frottement, contact ou influence. Deux charges électriques ponctuelles sont en interaction électrostatique. Celle-ci est modélisée par la formule de Coulomb telle qu'apparaissant à l'écran. Remarquons que la valeur de la force de Coulomb est proportionnelle au produit des deux charges électriques et est inversement proportionnelle au carré de la distance les séparant. K est une constante de proportionnalité dont la valeur vaut 9,0 fois 10 puissance 9 newton mètre carré Coulomb-2. La force électrostatique de Coulomb est attractive lorsque les deux charges sont de signes opposés et est répulsive lorsqu'elles possèdent le même signe. Un vecteur unitaire U12 est choisi arbitrairement afin de pouvoir exprimer vectoriellement la force électrostatique. Une charge électrique ponctuelle grand Q au repos crée en un point grand M de l'espace un champ vectoriel électrique vecteur E si en ce point une particule test petit q supérieure à 0 subit une force électrostatique de Coulomb telle que vecteur F est égal à Q fois vecteur E. Dans le cas de gauche, la particule de test Q supérieure à 0 est attirée, alors que dans le cas de droite, elle est repoussée. Le comportement de la particule de test à proximité de la particule modifiant les propriétés de l'espace permet d'en déduire l'orientation des lignes du champ électrique engendré. Le champ électrique en un point M de l'espace est défini comme la force électrostatique de Coulomb par unité de charge, telle que vecteur E est égal à vecteur F divisé par petit q. Je vous donne à l'écran un plan de coupe en 2D des lignes de champ et des surfaces équipotentielles produites par une charge négative et une charge positive autour d'elles. Les lignes de champ sont radiales, elles convergent vers la charge négative et divergent de la charge positive. Les surfaces équipotentielles sont les points de l'espace où le potentiel électrostatique est le même. Dans le plan de coupe de l'écran, ce sont des cercles. Dans la réalité, ce sont des sphères centrées sur les charges électriques. En rapprochant l'expression vectorielle de la force de Coulomb exercée par la charge grand Q sur la charge petit q de test, de celle du champ électrique grand E produit par cette première, on en déduit l'expression vectorielle du champ électrique vecteur E produit par la charge grand Q telle qu'indiquée à l'écran, à savoir vecteur E est égal à K fois grand Q divisé par R au carré vecteur UR. À titre indicatif, je vous donne à l'écran le spectre électrostatique du champ produit par deux charges électriques immobiles de signe opposé et de même valeur absolue. Le champ total résulte de la superposition des deux champs produits individuellement par chacune des charges électriques immobiles. Il est non uniforme. En revanche, le champ produit à l'intérieur d'un condensateur constitué par deux plaques parallèles en regard portant des charges électriques opposées est uniforme loin des extrémités de ces dernières. Le champ électrostatique a en effet en tout point de l'espace entre les armatures même valeur, même direction et même sens. En outre, toutes les lignes de champ sont parallèles entre elles. L'action mécanique à distance qu'exerce la Terre sur un objet est répartie dans tout son volume. Elle est modélisée par une force notée vecteur P, appelée poids. Les caractéristiques du vecteur poids étudiées dans les classes antérieures sont rappelées à l'écran. Au voisinage de la surface d'un astre tel que la Terre, un point matériel grand M de masse petit m est soumis à un champ de pesanteur qui est à l'origine de son poids. Le champ de pesanteur est défini comme le poids par unité de masse. Localement, on peut considérer que le champ de pesanteur vecteur G est uniforme au voisinage de la surface de la Terre. L'expression du champ de pesanteur vecteur G est donnée à l'écran. Remarquons qu'en moyenne, la valeur du champ de pesanteur terrestre vaut 9,80 Newton par kilogramme. Les écarts de valeur observés entre l'équateur et les pôles sont dus au bourrelet équatorial. En effet, la distance au centre de la Terre est plus grande depuis la surface à l'équateur qu'au niveau des pôles. La loi universelle de la gravitation ou loi de l'attraction universelle, découverte par le physicien anglais Isaac Newton, est la loi décrivant la gravitation comme une force responsable de la chute des corps et du mouvement des corps célestes et, de façon plus générale, de l'attraction entre des corps ayant une masse, par exemple les planètes, les satellites naturels ou artificiels. Son expression vectorielle ainsi que le schéma associé sont donnés à l'écran. Remarquons que la valeur de la force d'attraction gravitationnelle est proportionnelle au produit des masses et inversement proportionnelle au carré de la distance qui sépare leur centre.
Ainsi, contrairement à une idée reçue, un petit poids attire autant la Terre à lui que la Terre l'attire à elle. La constante de proportionnalité notée grand G est appelée constante de gravitation universelle. On définit là encore arbitrairement un vecteur unitaire noté U12 afin de pouvoir écrire l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle. Un objet ponctuel de masse grand M crée en un point S de l'espace un champ vectoriel de gravitation noté vecteur G si en ce point un petit objet test ponctuel de masse petit m subit une force d'attraction gravitationnelle. Le champ de gravitation en ce point est défini comme la force gravitationnelle par unité de masse. Son expression est donnée à l'écran. En combinant cette dernière avec l'expression vectorielle de la force d'attraction gravitationnelle rencontrée précédemment, on obtient l'expression littérale du champ de gravitation créé par une masse grand M en un point de l'espace distant de petit r. Le champ de gravitation, tout comme la force gravitationnelle, est radial et est dirigé vers la masse grand M qui l'engendre. Un schéma du champ de gravitation créé par une masse grand M est donné à l'écran. L'expression du champ de gravitation à la surface de la Terre s'obtient en remplaçant petit r par r indice t, rayon de la Terre. La masse de la Terre étant de 5,97 10 puissance 24 kg et son rayon moyen de 6370 km, un rapide calcul conduit à une valeur de 9,81 Newton par kg. Cette valeur est identique à celle du champ de pesanteur terrestre utilisé jusqu'à présent. On considérera donc en première approximation que le champ de gravitation terrestre s'identifie au champ de pesanteur terrestre. Vous verrez dans le supérieur que cela n'est pas tout à fait exact car il faut tenir compte d'un terme correctif dû au mouvement de rotation de la Terre autour de l'axe de ses pôles. Enfin, remarquons qu'un corps sphérique homogène de masse grand M, par exemple un astre, produit en un point extérieur à lui-même un champ de gravitation identique à celui créé par une masse grand M ponctuelle placée en son centre. On peut faire une analogie formelle entre la force électrostatique et la force gravitationnelle en remplaçant Q1 et Q2 par M1 et M2. Les deux forces décroissent toutes les deux en 1 sur R carré. Il en est de même pour le champ électrostatique et le champ gravitationnel. La première différence fondamentale réside dans le fait qu'une force électrostatique peut être attractive ou répulsive, alors que la force gravitationnelle est toujours attractive. La deuxième est que l'intensité de la force électrostatique est en général beaucoup plus grande que celle de la force gravitationnelle. En effet, eu égard à l'électroneutralité de la matière, elle agit à très courte distance, alors que la force gravitationnelle agit à très longue distance. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur la notion de force et de champ électrostatique et gravitationnel. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt, au revoir.